Donc nous allons dans un premier temps voir comment ça se passe au niveau de la diffusion des gaz en général. Donc si on prend un état de départ, on se rend compte qu'on a d'un côté d'une membrane ici, qu'on dit semi-perméable, deux gaz dont j'ai représenté la valeur des pressions partielles en fonction de leur taille. Donc un gaz 1 qui aurait une faible pression partielle dans ce liquide et un gaz 2 qui aurait une pression partielle plus importante dans celui-là. De l'autre côté de la membrane, donc c'est inversé, un gaz 1 qui aurait une pression partielle importante et un gaz 2 beaucoup plus faible. Donc quand il y a échange, il y a forcément échange dans ces cas-là. Ça se fait par diffusion et en fait jusqu'à ce qu'il y ait égalisation des pressions. Et on retrouve donc les gaz de part et d'autre qui sont à la même pression partielle. Qu'est-ce qui se passe donc au niveau de l'alvéole? Il s'agit exactement de la même chose. On retrouve à droite un vaisseau sanguin qui arrive donc au niveau de l'alvéole enrichi en gaz carbonique par rapport au contenu alvéolaire où il y a très peu de gaz carbonique. Et puis, il a largué pendant tout son circuit dans la grande circulation l'oxygène. Donc il arrive avec une faible quantité d'oxygène, ici 40 mm de mercure, en face d'une alvéole qui, elle, est remplie d'environ 100 à 109 mm de mercure. Donc du coup, les gaz vont passer à travers la membrane alvéolo-capillaire sous l'influence des pressions partielles. Le gaz carbonique va aller dans l'alvéole, tandis que l'oxygène va passer de l'alvéole dans le sang pour enrichir ce sang qui est devenu donc artériel, qui est toujours veineux, mais qui est du sang enrichi en gaz carbonique. Les échanges alvéolo-capillaires, donc, ils vont avoir lieu à travers une mince membrane, la membrane alvéolo-capillaire, qui comprend la paroi de l'alvéole, tapissée du surfactant, le tissu conjonctif qui sépare le capillaire pulmonaire de l'alvéole, et puis la paroi du capillaire. Les échanges ont lieu par diffusion, en fonction du gradient de pression, c'est ce qu'on disait, et donc ils vont dépendre aussi de la surface de contact. Plus la surface est importante, donc plus le nombre d'alvéoles actifs est important, plus il va y avoir d'échanges. Du temps de contact, qui correspond là à la vitesse de circulation du sang dans la circulation pulmonaire, de la vitesse de diffusion des gaz, tous les gaz ne diffusent pas à travers la membrane à la même vitesse, et enfin de l'intégrité de cette membrane alvéolo-capillaire. En cas de noyade, le surfactant est abîmé, et donc les échanges seront perturbés. Ainsi, on retrouve l'évolution de la pression alvéolaire en oxygène, de la pression partielle en oxygène, au niveau de l'artériole pulmonaire, qui est à 40 mm de mercure. Les échanges ont lieu dans le capillaire pulmonaire jusqu'à 109 mm de mercure, alors qu'à la sortie du poumon, on se rend compte qu'il y a une petite chute et on retrouve une pression artérielle en oxygène, en fait, qui est à 100 mm de mercure. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette petite chute? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il existe des shunts dans la circulation pulmonaire. Il y a des alvéoles qui sont pas ventilés, en fait, et le sang donc va passer autour de ces alvéoles alors qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges. Donc il n'y a pas une augmentation de l'oxygène à ce niveau-là. Et puis il existe des alvéoles qui sont ventilées alors qu'elles ne sont pas perfusées. Voilà. Donc il existe des alvéoles d'une part perfusées et non ventilées, et puis il existe à l'inverse des alvéoles donc non perfusées alors qu'elles sont ventilées. C'est les alvéoles qui vont être actifs, en fait, c'est variable à l'effort, en fonction de l'effort qu'on exerce, et ce qui fait qu'il va y avoir plus, ça permet d'avoir plus d'alvéoles perfusées et ventilées en fonction des besoins. Et c'est d'autre part variable avec la position, le sang ayant tendance en position debout à s'accumuler plutôt dans les bases pulmonaires, alors qu'en position allongée, il sera un petit peu plus réparti. Alors que l'air, lui, va plutôt avoir tendance à aller dans les alvéoles qui sont dans la partie supérieure des poumons. La PCO2, quant à elle, elle évolue de la même façon à l'inverse, c'est-à-dire que dans les artères pulmonaires, dans les artérioles pulmonaires, elle arrive assez élevée, autour de 46 mm de mercure. Il va y avoir les échanges au niveau de l'alvéole, et donc cette PaCO2 va baisser au niveau des veines pulmonaires jusqu'à sa valeur de 40 mm de mercure. Les échanges tissulaires, donc à l'autre extrémité du circuit, ils vont avoir lieu à l'inverse. D'une part,
Il y a donc, on retrouve dans la cellule, ici à gauche, un taux d'oxygène très faible, puisque l'oxygène a été consommé pour les besoins de la cellule, et un taux de gaz carbonique plus élevé. Dans le sang, on retrouve les mêmes valeurs qu'à la sortie de l'alvéole pulmonaire. On a un oxygène qui est à 100 mm de mercure et une pression de gaz carbonique qui est à 40 mm de mercure. Ainsi donc, les échanges vont avoir lieu dans le sens du sang vers le tissu, vers les cellules pour l'oxygène, et dans le sens de l'alvéole vers le sang pour le gaz carbonique. Avec là aussi une tendance à l'égalisation des pressions. C'est le même phénomène qu'au niveau alvéolaire. Ces PCO2, il n'y a pas réellement d'égalisation des pressions, puisque la diffusion du CO2 est plus faible que celle de l'oxygène, et puis que la vitesse de formation du CO2 est lente, et que le temps de contact est court. Donc on se retrouve non pas avec une égalisation à 50 mm de mercure à la sortie des tissus, mais plutôt autour de 46. Entre les deux, on a dit qu'il y avait un transport de ces gaz. L'oxygène, lui, est peu soluble dans l'eau. Il va donc profiter pour être transporté essentiellement de l'hémoglobine, qui est une molécule qui est contenue dans les globules rouges et qui donne sa jolie couleur rouge à ces globules. Il y a seulement 3% ou 4% en fonction des mesures et des différentes lectures de l'oxygène transporté qui est sous forme dissoute dans le sang. Les 97 ou 96% restants sont liés à cette molécule d'hémoglobine dont on a une représentation ici à droite. Chaque molécule d'hémoglobine peut transporter 4 molécules d'oxygène. Il faut considérer donc chaque molécule d'hémoglobine comme une brouette qui transporte 4 molécules au maximum d'oxygène. Et s'il y en a moins, eh bien, elle en transportera moins. Ainsi, ce transport dans le sang, on retrouve ici le globule rouge avec sa molécule d'hémoglobine à l'intérieur et les 3 molécules ici fixées d'oxygène en fonction de ce qu'il y a. On a de ce qu'il y a comme oxygène disponible. On a ici 3% d'oxygène qui est dissous et dans l'alvéole, beaucoup d'oxygène. Donc l'oxygène va passer de l'alvéole dans le sang. Et l'oxygène qui va se retrouver en surnombre, en augmentation de la pression ici dans le sang, va pouvoir là aussi venir dans le globule rouge. Une partie va être dissoute dans le liquide du globule rouge et l'autre partie va ici se fixer sur l'hémoglobine. Donc en fait, on se rend compte que ce qui va se passer après au niveau tissulaire, donc à l'étage en dessous, l'oxygène va pouvoir passer du sang dans la cellule, on a vu. D'abord l'oxygène dissous qui passe dans la cellule, puis cet oxygène sera remplacé par l'oxygène dissous qui est ici dans le globule rouge, et cet oxygène dissous pourra être remplacé par l'oxygène qui est transporté par les molécules d'hémoglobine. Tout cela, le gaz carbonique a une influence sur le pH du sang. Le pH, c'est le reflet de l'acidité du sang. Plus cette acidité augmente, plus le sang est acide, donc plus bas va être le pH. Et cette acidité sanguine, elle doit rester constante. L'organisme ne supporte pas que ça se déplace trop loin d'une valeur médiane qui est autour de 7,4. Si on augmente le taux de gaz carbonique dans le sang, il y a des réactions chimiques qui se passent qui font que ça augmente l'acidité. Pour empêcher ça, le CO2 va se lier à des ions qu'on appelle des ions carbonates, ce qui permet de neutraliser, on dit, cette acidité en trop. Par contre, s'il y a une augmentation du pH, par un autre mécanisme, si on fait baisser le taux de CO2 dans le sang, dans l'alvéole d'abord, donc il va baisser dans le sang, ça va permettre le largage du CO2 qui aura été mis en réserve dans les ions carbonates pour augmenter cette acidité, pour rester toujours autour de la même moyenne. C'est ce qu'on appelle des systèmes tampons. Ça tamponne en fait l'acidité, les variations d'acidité. Ainsi, le CO2, pour être transporté, donc on retrouve surtout du CO2 dans la cellule, il va aller passer dans le sang puisqu'il y en a beaucoup moins dans le sang en termes de pression partielle. Donc ce CO2 va pouvoir venir dans le sang. Une partie va être tamponnée dans les systèmes tampons qu'on retrouve ici, qui sont dans le sang eux-mêmes. Une autre partie
de ce CO2 va pouvoir venir se fixer à l'hémoglobine pour former ce qu'on appelle la carbaminohémoglobine. Et en fait, une grande partie va être tamponnée ici dans le liquide des globules rouges. Et en fait, c'est la plus grande partie du CO2 se retrouve à cet endroit-là. Dans l'autre sens, quand on va arriver au niveau de l'alvéole, c'est l'inverse qui va se passer. Le gaz carbonique va pouvoir quitter le sang pour aller dans l'alvéole où la pression partielle en CO2 est beaucoup plus faible. Et ce qui va permettre donc au CO2 qui est dans les systèmes tampons de venir à ce moment-là pour rééquilibrer le CO2 qui dissout, qui a été transporté vers l'alvéole. Et de la même manière, le CO2 va pouvoir quitter le globule rouge pour venir dans le sang, quitter les tampons pour venir dans le liquide du globule rouge, et puis de la même manière, le CO2 fixé à l'hémoglobine pourra se défixer de l'hémoglobine pour aller se participer au CO2 dissous. C'est ce qu'on retrouve ici. Alors, j'ai mis ici un petit récapitulatif avec toutes ces valeurs-là en kilopascal, puisque c'est beaucoup plus difficile à retenir, je trouve, que les millimètres de mercure, mais c'est l'unité internationale utilisée actuellement. Donc je laisse ça à votre sagacité. Il y a exactement la même chose que ce que je viens de dire. Les échanges là-haut au niveau alvéolaire, donc dans la petite circulation, avec le transport des gaz ici, pour avoir les échanges au niveau tissulaire ici, avec donc l'oxygène qui va quitter le sang pour aller dans les cellules, le gaz carbonique qui quitte les cellules pour aller dans le sang, pour être retransporté par l'intermédiaire de la grande circulation de retour, puis la petite circulation artérielle, pour aller ici être enrichi en oxygène et appauvri en gaz carbonique. Pour finir, le transport du monoxyde de carbone, c'est un composé qui est un petit peu ennuyeux, qu'on retrouve, qu'on peut respirer le plus souvent quand on a affaire à des chaudières à gaz, je crois, qui sont défectueuses, qui produisent du monoxyde de carbone. Ce monoxyde de carbone n'a pas d'odeur, il n'a pas de goût. Il va se fixer à l'hémoglobine dans les globules rouges quand il est respiré, et ça donne un composé très stable qui empêche l'oxygène qui serait à côté de venir se fixer sur l'hémoglobine. On peut retrouver cette intoxication donc, au monoxyde de carbone dans certains cas de gonflage à l'aide de certains compresseurs qui utilisent des huiles non conformes et qui donc fabriquent un petit peu de monoxyde de carbone. Quand l'intoxication est importante, le seul traitement reste le caisson de recompression, en mettant ça, enfin l'oxygénothérapie, donc hyperbare. Voilà, c'est ce que je viens d'écrire ici. Je vous remercie de votre attention.